nous introduire, c'est ça? Oui, oui, je vais vous faire un tout. Bonjour, nous nous retrouvons dans les minutes de l'innovation du projet UNA. Aujourd'hui, nous accueillons la société Pixaker et un des fondateurs, Mathis, va prendre la parole. Je le laisse se présenter et nous faire sa présentation. Mathis, à vous. Merci beaucoup Bruno. Bonjour à tous. Je suis donc Mathis Ringdahl. Je suis le président et cofondateur de Pixaker. Je suis accompagné de Lucie Estéoul, qui est chef de projet e-santé chez Pixaker. Et donc, nous sommes très heureux de pouvoir, à l'occasion de cette présentation UNA, présenter donc la société et quelques-uns des enjeux que nous gérons au quotidien autour des plaies. Donc, je vais vous parler actuellement des lésions cutanées, plus précisément des plaies chroniques. Donc, Pixaker est une société basée à Strasbourg, une société que l'on pourrait qualifier d'innovante. Nous sommes donc éditeurs de logiciels. La société a été cofondée par un professeur de médecine, le professeur Frédéric Baudin, qui est professeur de chirurgie plastique, qui est spécialisé entre autres en plaies et cicatrisation, et deux ingénieurs, qui sont donc moi-même et Vincent Marcédu, qui est ingénieur informatique. Actuellement, nous sommes 8 collaborateurs, la société domiciliée à Strasbourg, et nous sommes notamment liés à la SAT Connectus. Alors, je vais vous parler de quelques éléments, notamment sur les enjeux médicaux qu'on adresse. Chaque année, vous avez 40 nouvelles plaies par an, notamment dans la population diabétique. Chez ces personnes âgées, le pronostic de ces plaies est redoutable, notamment en raison des comorbidités associées. Vous avez plus de 4,3% des résidents qui développent un escar en EHPAD, ce qui est un chiffre très important au regard notamment de la population qui est présente dans ces maisons de retraite. Les ulcères de jambes touchent environ 5% des personnes âgées. Et vous avez actuellement de nombreux déserts médicaux en dermatologie qui, comme d'autres spécialités, représentent un enjeu d'accès aux soins avec moins de 5 dermatologues pour 100 000 habitants. Donc, les objectifs que l'on adresse avec Pixaker, c'est justement de fluidifier la prise en charge, notamment de ces plaies. Donc, ça peut être les escars, les ulcères de jambes ou les plaies du pied diabétique, ainsi que les autres lésions cutanées. Mais voilà, on s'est vraiment focalisé sur ces lésions-là, avec une possibilité de limiter les déplacements médicaux des seniors, avec donc un outil numérique innovant qui permet la collaboration entre les professionnels de soins et qui permet aussi de renforcer le lien ville-hôpital et l'accès à des experts, notamment avec des fonctionnalités de collaboration dans un déploiement hospitalier avec un bassin d'experts qui peuvent notamment être sollicités par des infirmiers à domicile. Donc, Pixaker, c'est quoi? C'est une photothèque médicale sécurisée qui permet 3 choses. La documentation des lésions en un instant avec le smartphone. Donc, vous prenez des photos, notamment des lésions, des plaies, lorsque vous allez vous retrouver face à un patient porteur, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit à domicile. Vous avez une plateforme web qui permet de télésurveiller la lésion sur le long cours. Et donc qui permet à tous les acteurs de la prise en charge de pouvoir visionner l'évolution de la lésion. Et vous avez aussi donc une communauté d'experts qui sont équipés de Pixaker. Actuellement, on a plus de 10 établissements qui sont équipés avec plusieurs centaines d'experts en plaies qui sont capables de pouvoir justement être sollicités ou répondre à une question si jamais il y a un besoin ou de notamment réagir rapidement si une plaie est en train de se dégrader. Donc, l'outil est une application mobile iOS et Android, ainsi qu'une application web qui respecte notamment les normes d'interopérabilité hospitalière. Vous avez plusieurs fonctionnalités qui permettent d'identifier le patient, de prendre la lésion cutanée en photo, d'échanger autour de cette prise en charge avec un chat sécurisé et d'indexer l'image. Donc, il y a des mots-clés qui permettent vraiment de pouvoir partager l'information entre différents professionnels de santé. On a fait une publication scientifique qui démontre du gain de temps par soignant. On a démontré cliniquement qu'on pouvait faire gagner jusqu'à 1h30 par jour dans les spécialités dites visuelles, donc notamment chirurgie plastique, chirurgie maxillofaciale et autres. Ce qui représente donc évidemment un gain de temps très précieux pour les soignants qui sont très sollicités dans les spécialités qu'on adresse. Et cet outil permet notamment, via ses fonctionnalités ville-hôpital, de faire ce qu'on appelle la télésurveillance des lésions. Donc, la télésurveillance, c'est un cas d'usage de télémédecine que vous connaissez sûrement dans d'autres types de verticales, donc notamment tout ce qui est cardiologie ou notamment tout ce qui est diabète. Nous, en l'occurrence, on porte notamment des fonctionnalités de télésurveillance des lésions cutanées pour permettre à un médecin de prescrire une télésurveillance, donc de prescrire notamment un petit document avec un QR code, de le donner au patient. Et ce patient, du coup, lorsqu'il est face à l'infirmière à domicile qui vient, par exemple, faire une réfection de pansement,
peut scanner le QR code et prendre une photo de la lésion tous les 2 ou 3 jours et permettre donc d'avoir une remontée d'alerte par l'infirmier à domicile et d'échanger en direct avec le médecin télésurveillant qui peut être par exemple à l'hôpital. Et donc cette communication entre le domicile et la ville, entre le domicile et l'établissement, permet vraiment d'éviter les déplacements des personnes âgées qui donc peuvent être monitorées à distance et réhospitalisées si besoin, si jamais il y a en effet la complication d'une lésion cutanée qui apparaît, sans qu'il y ait forcément le déplacement inutile d'un patient alors que la lésion au final était relativement bénigne. Donc c'est vraiment un modèle de communication qu'on met en place avec une boucle de communication entre l'infirmier et le médecin pour permettre un ajustement du traitement, qu'on pourrait dire de dynamique, autour de notre solution logicielle et qui permet donc de fluidifier cette prise en charge avec une surveillance à distance. On greffe sur cet outil des fonctionnalités d'aide à la décision qui permettent vraiment de semi-automatiser notamment la qualification des plaies et de gagner encore plus de temps. Donc là, en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, on va être capable, depuis la caméra du smartphone, en prenant la photo de la lésion, de pouvoir directement avoir la surface qui est calculée et la description du contenu, donc que ce soit bourgeonnement, fibrine ou granulation, et donc via un questionnaire médical, aussi de pouvoir incrémenter des informations capitales pour la prise en charge du patient, qui permet donc à tous les acteurs de la prise en charge d'avoir une visibilité au temps T sur la plaie, sa qualification et son évolution, sans avoir donc à mesurer la plaie à la main ou avoir à faire ces mesures ou cette qualification qui peut être chronophage et qui peut être donc pas non standardisée. Et le fait que ces informations soient directement standardisées et captées permet à notre logiciel d'émettre des rapports de suivi. Donc la solution Pixacare peut émettre donc des PDF qu'on peut appeler des rapports de télésurveillance et que l'on peut donc incrémenter directement dans d'autres types de logiciels. Notre logiciel n'est pas en silo, il s'interface avec par exemple un système d'information hospitalier. Il peut aussi s'interfacer par exemple avec le dossier médical partagé. Et ces rapports de suivi permettent vraiment à n'importe quel acteur qui est présent dans un autre logiciel d'avoir une visibilité, là encore, de l'évolution de la plaie, de l'évolution non seulement de son aspect, mais aussi des métriques directement extraites de l'information visuelle comme sa surface ou sa répartition en nécrose, bourgeonnement, fibrine. Et cette émission de rapport est capitale puisqu'elle permet au logiciel Pixacare de s'inscrire dans un système de soins que l'on peut qualifier d'interopérable et d'intégré, et qui est tout l'enjeu actuellement des systèmes d'information en santé, donc d'avoir justement de la communication entre les différents outils. Donc, notre outil qui permet donc de documenter visuellement les plaies, qui permet donc d'avoir un outil centralisé sur lequel on peut suivre cette évolution et qui permet aussi d'extraire, de collaborer autour de ces plaies et d'émettre aussi des rapports dans d'autres logiciels, a plusieurs bénéfices pour 3 types d'interlocuteurs. Donc d'abord pour les patients, pour les soignants et évidemment pour le système de santé. Sans vouloir rentrer dans les détails, pour les patients, évidemment, le fait de documenter visuellement une plaie permet de limiter les complications qui peuvent être très graves lorsque le traitement n'est pas adapté. Ça augmente grandement les risques d'amputation, même de non-cicatrisation de la plaie. Donc, on réduit aussi évidemment les déplacements pour les patients âgés, qui est un enjeu important d'un point de vue médico-économique. Et évidemment, on améliore donc la qualité de vie, notamment des patients porteurs de plaies chroniques, qui sont plus de 3 millions en France et qui représentent une pathologie relativement silencieuse et pourtant difficile à vivre pour les patients qui en sont atteints et leurs familles. Ensuite, pour les soignants, donc on l'a démontré cliniquement, on octroie un gain de temps ainsi qu'une coordination au niveau de l'équipe médicale et une fluidification de la prise en charge des patients porteurs de plaies via une communication ville-hôpital. Et pour le système de santé, on permet notamment une diminution des coûts de prise en charge pour les établissements de santé, via notamment en évitant les déplacements inutiles entre les différents établissements, entre la ville et l'hôpital. Et on permet aussi aux établissements équipés une optimisation de la cotation des escars, c'est-à-dire de vraiment suivre avec une granularité importante, notamment l'apparition d'escars qui sont donc documentés de manière beaucoup plus fluide par les soignants, et aussi quels types d'escars sont apparus, type 1, type 2, type 3, type 4, ce qui permet donc aux établissements de vraiment optimiser cette cotation et vérifier que voilà, ils ont été efficaces sur cet aspect-là. Alors donc, notre société en chiffres, actuellement, on a plus de 10 établissements de santé qui sont équipés, dont certains qui sont, disons, de très grande taille, comme par exemple le CHU de Lille ou le CHU de Brest. C'est aussi des établissements à Paris. Dans la région, on peut notamment citer les hôpitaux universitaires de Strasbourg, le centre hospitalier de Bar-le-Duc, ainsi que le service d'hospitalisation à domicile, ainsi que le centre hospitalier de Haguenau
et avec le service d'hospitalisation à domicile. On a plus déjà de 300 médecins de soignants qui sont utilisateurs et qui sont de médecins ou infirmiers, que ce soit hospitaliers ou libéraux. Et actuellement, on a plus de 10 000 patients suivis avec Pixacare, que ce soit à l'hôpital ou à domicile, avec plus de 1000 nouveaux patients chaque mois qui sont incrémentés. Et donc plusieurs dizaines de milliers de photographies qui ont été prises avec Pixacare des différentes lésions. Donc de manière totalement sécurisée évidemment, étant donné que cela va sans dire, on respecte et donc permettons à nos utilisateurs de respecter les normes d'hébergement des données de santé et la réglementation RGPD relativement aux données médicales sensibles comme peuvent l'être par exemple des photographies médicales. Par rapport à ça, Pixacare évidemment s'inscrit dans un contexte régional autour de la région Grand Est. Donc tout d'abord, nous faisons partie du projet Imeuse Santé, qui est un projet TIGA, donc Territoire d'innovation grande ambition, et qui rassemble donc un consortium d'acteurs publics et privés autour d'innovation dans la région de la Meuse. Donc nous faisons partie de ce consortium et donc on s'intègre dans une dynamique de parcours en lien avec les socles régionaux portés notamment par Pulsi, donc notamment avec leur outil Parceo et le dossier médical partagé, ainsi que donc différents outils d'interopérabilité. Et on s'inscrit aussi dans un projet Article 51 que nous sommes en train de rédiger avec l'ARS, notamment avec Bruno, autour d'un projet de télésurveillance, de forfait de télésurveillance des plaies chroniques et des plaies post-opératoires dans la région Grand Est. Alors, quelques informations supplémentaires. Nous avons, par exemple, fait une enquête de satisfaction des utilisateurs pour la télésurveillance des plaies chroniques. À Bar-le-Duc, donc dans un parcours ville-hôpital, donc entre le service d'hospitalisation à domicile à Bar-le-Duc et des cabinets libéraux. On a fait cette étude sur 2 mois avec plus de 140 patients, des centaines de photographies et plus d'une centaine de demandes d'avis entre professionnels de santé. Donc, les retours des utilisateurs ont été excellents, avec plus de 90% des utilisateurs qui trouvent la solution adaptée pour stocker les photographies de plaies, ce qui est un enjeu important en termes de sécurité des données. 85 qui trouvent que l'application est utile pour la surveillance des plaies chroniques, 92 qui trouvent que l'application est adaptée pour sécuriser les données, et 100% qui veulent continuer à utiliser la solution après cette étude. Donc voilà, en plus d'une publication scientifique sur le gain de temps, ça permet aussi de démontrer donc l'acceptabilité de la solution par les soignants, que ce soit à l'échelle d'un établissement de santé, mais aussi et surtout sur un parcours ville-hôpital, avec la coordination des soins, ce qui n'est pas chose forcément facile, parce que la plupart d'entre nous le savent. Alors, la synergie entre Pixacare et le projet Ouna, elle est évidente pour plusieurs acteurs. Tout d'abord, cette synergie permet de renforcer la prise en charge des plaies chroniques et des autres lésions cutanées par une télésurveillance régulière, donc dans un cadre de numérisation des systèmes de soins, prévenir l'arrivée des complications de cicatrisation grâce à cette surveillance régulière, et éviter les déplacements non essentiels aux seniors, ainsi que fournir un accès rapide à un expert pour une demande d'avis médical. Cela s'inscrit notamment au sein des maisons de retraite. Les EHPAD sont notamment des acteurs dans lesquels il y a des occurrences d'escarres, avec parfois des plaies complexes devant lesquelles les soignants peuvent être en difficulté. Et notre outil permet vraiment de créer justement un accès à une expertise pour ces patients porteurs de plaies et pour les soignants qui en sont en charge, ainsi que permettre d'avoir un suivi régulier de l'évolution de ces plaies, que ce soit dans l'EHPAD ou même à l'extérieur, et donc à tous les acteurs de soins de permettre de prévenir justement cette apparition de complications. Donc les références que nous avons, donc nous sommes déjà présents dans plusieurs établissements, donc là on en présente quelques-uns, notamment dans la région Grand Est, mais pas que, et nous sommes aussi référencés dans plusieurs centrales d'achat hospitalières, donc notamment entre autres l'UGAP et le CAIH, qui nous ont permis de pouvoir se déployer dans plusieurs établissements, notamment en France. Voilà, j'ai pris à peu près 15 minutes, j'espère que ça vous a intéressé. Je vais laisser la parole à Bruno pour pouvoir peut-être poser les questions, ou en tout cas rebondir sur ce que je vous ai présenté. Merci beaucoup. Merci Mathis, c'était un beau marathon pour présenter autant de choses en si peu de temps. Je sais pas, Dimitri, avez-vous une question? Moi j'ai ma petite liste de questions, mais je laisse la main à Dimitri. Oui, merci Bruno, merci vraiment pour cette présentation. Moi-même, je suis impliqué dans la télésurveillance de maladies chroniques, donc BPCO et cardiaque, sur un projet Interreg transfrontalier Belgique-France.
avec le CHU de Reims, avec le professeur Novella également des acteurs du CHU de Namur. Eh bien, votre présentation, oui, est tout à fait intéressante et concorde, comme vous l'avez dit, avec nos attentes, avec aussi les objectifs métiers. Alors, j'aurais une question justement de la prise en main de votre dispositif. Vous l'avez dit, c'était des professionnels de santé, surtout monde hospitalier et libéraux. Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu l'usage au domicile, plus particulièrement au domicile? Est-ce que ce sont à chaque fois des infirmières ou des infirmiers qui pratiquent cette photographie? Et également, quels seraient les freins à l'usage que vous avez rencontrés quand même si vous avez de très bons résultats d'acceptabilité, comme vous l'avez marqué, ou d'acceptation même, je pense un petit peu plus loin. Voilà ma question plutôt pratico-pratique au domicile. Alors, merci Dimitri pour ces questions. Donc, au global, nous, clairement, dans l'usage de Pixacare, le cas d'usage au domicile, c'est surtout un cas d'usage, donc là encore, de télésurveillance, c'est-à-dire qu'un utilisateur qui peut être, par exemple, dans un établissement de santé ou dans un cabinet libéral va émettre un QR code. Donc, c'est un petit document, une petite feuille A4 qui contient donc un petit marqueur qu'il va donner au patient. Le patient va aller à domicile, rentrer à domicile, et ensuite, là, ça va être uniquement l'infirmier, ça ne va pas être le patient lui-même, ça va être l'infirmier qui, lorsqu'il va passer au domicile du patient, qui est un infirmier libéral souvent, pour notamment faire une réfection de pansement ou faire différents soins, va pouvoir, avec ce petit document, ce QR code, scanner le QR code et prendre des photos de la lésion avec l'application Pixacare et permettre donc de déjà lui avoir un historique de la plaie lorsqu'il va revenir voir le patient. Il va avoir donc de la visibilité sur l'historique de la plaie qui peut être documenté par lui-même ou par un de ses collègues ou par un autre acteur de la prise en charge. Mais aussi et surtout, il va être capable de documenter la lésion pour que le soignant à distance et les autres acteurs de la prise en charge du patient puissent avoir de la visibilité sur l'évolution de la plaie, quel que soit l'acteur. Donc, le cas d'usage, l'utilisation à domicile, c'est vraiment un infirmier libéral, concrètement, qui va arriver, qui va prendre des photos, qui va télécharger Pixacare et qui va prendre des photos de la lésion à partir d'un rapport de télésurveillance qui a été émis depuis un autre acteur de la prise en charge, typiquement hospitalier. Ça, c'est pour la première question. Et sur la deuxième, donc sur la question de l'acceptabilité, les freins que l'on a eus, je dirais qu'ils sont de deux types. Le premier, c'était que souvent dans la prise en charge d'un patient porteur de plaie chronique, le médecin ne sait pas quel infirmier va adresser le patient. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a une communication parfois qui peut être difficile si les soignants ne se connaissent pas de prime abord. Ce qui veut dire que le médecin laisse le patient partir, rentrer chez lui. Plusieurs infirmiers peuvent se relayer pour traiter le patient. Et c'est pour ça que c'est un frein qu'on a eu directement quand on a déployé à Bar-le-Duc et qu'on a donc adressé justement en développant un QR code, donc un document qui est tenu par le patient lui-même et qui est un peu une source d'information unique qui permet à n'importe quel type de soignant, même s'il ne connaît pas le médecin, de pouvoir directement adresser un dossier patient centralisé autour du patient. Donc ça, c'était un des premiers freins. Et le deuxième frein qu'on a eu, là, c'est plus sur la question de l'algorithmie. C'est-à-dire que pour permettre les infirmiers, notamment, mais même les soignants, ont de nombreux types de téléphones différents, que ce soit des smartphones, des différents types de smartphones, plus ou moins vieux, avec des conditions d'éclairage très différentes. Et là, un des freins qu'on a eu, c'était comment permettre d'avoir une qualité d'automatisation de la mesure de la plaie, en termes de calcul de surface ou de segmentation, qui soit bonne. Et donc ça, c'est justement quelque chose qu'on a géré en développant un petit marqueur, qui est une forme de petit sticker, qui s'accole à côté de la plaie et qui permet de normaliser la couleur, de normaliser l'image, et donc à n'importe quel type de smartphone de pouvoir avoir donc la qualité de mesure que l'on attend de notre outil. Voilà, c'est les deux freins en tout cas qu'on a eu sur ce cas d'usage, qui sont des freins d'acceptation et techniques sur le type de smartphone ou sur la communication via l'hôpital. Merci beaucoup pour vos réponses. Moi-même, ça va tout à fait illustrer parfois mes communications scientifiques ou mes cours. Merci beaucoup pour ces deux réponses tout à fait pertinentes. Je comprends très bien le premier problème de communication. Je le vois également sur un autre projet. Voilà, merci beaucoup. Je reprends un peu la main. Vous avez parlé des premiers clients, effectivement.
comment dire, vous n'avez pas évoqué votre modèle économique. Alors, donc, on a deux grands cas de figure, je dirais, où effectivement, il y a le domicile, Dimitri citait le domicile, il y a les EHPAD, donc les infirmiers, d'un côté, sont des infirmiers libéraux, alors que dans les EHPAD sont pas des libéraux, c'est bien une structure qui pourrait avoir besoin de vos services. Et puis, vous avez cité les HAD, qui est encore qui est une organisation qui va au domicile, mais qui n'est pas du libéral. Hein. Donc, on voit que en fonction justement du consommateur de votre produit, est-ce que vous avez quels sont les modèles économiques que vous proposez aujourd'hui? Qui s'abonne à quoi? Donc, on a un logiciel qu'on peut qualifier de logiciel cloud, ou en tout cas en SaaS, donc Software as a Service. On a un modèle économique qui est relativement, entre guillemets, standard pour ce type de modèle. On a un logiciel donc, qui est accessible via abonnement à différents types d'acteurs, qui peuvent être des acteurs entreprises ou qui peuvent être des acteurs, disons, individuels. Notre logiciel, en fonction des fonctionnalités qui sont présentes, peuvent être utilisables et donc achetables par n'importe quel type de professionnel de santé individuel, qui peut être un médecin libéral, un infirmier libéral ou un chirurgien libéral, avec un prix par mois qui va de rien du tout, donc la solution est gratuite pour certaines fonctionnalités, jusqu'à 34 € par mois en fonction de certaines fonctionnalités qu'on a montrées qui vont notamment sur la partie automatisation. Donc ça, c'est un montant mensuel par utilisateur et auquel on rajoute pour les clients qui sont des entreprises certains packs annuels en fonction du niveau d'intégration avec leur logiciel métier. Donc, par exemple, lorsque l'on vend à un hôpital ou à une maison de retraite, on va notamment faire payer, en plus de ce montant par utilisateur, notamment des forfaits d'intégration avec leur logiciel métier. Et de support voilà, pour le fait de pouvoir être présent si jamais il y a un souci technique ou quoi que ce soit. Voilà. L'intégration, c'est une opération qui se fait en une fois, je pense. Enfin, c'est du one shot, entre guillemets. Tout à fait. Donc là, vous parliez d'un forfait. C'est sous forme d'un forfait ou ça dépend de la complexité On a différents types de forfaits. On a 3 forfaits différents qui s'intègrent à différents types, disons, d'intégration standard qu'on peut avoir. En fonction des types de clients, c'est un forfait en fait qui reprend aussi bien l'intégration avec ce logiciel métier que des fonctionnalités de support et de maintenance, donc le fait que nous soyons présents, ce qui explique que du coup on fait payer un forfait annuel qui comprend aussi la maintenance de ces normes d'interopérabilité, sachant qu'elles évoluent et que l'intégration du coup doit être maintenue aussi en fonction du changement par exemple du type de dossier patient, etc. Donc voilà, on a 3 types d'intégration avec les hôpitaux, par exemple, en fonction de ce qu'on est vraiment intégré, à quel niveau d'intégration, à quel niveau de complexité d'intégration on est avec le dossier patient. D'accord. Merci. D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de la norme HL7 Fire. Elle est utilisée justement pour cette intégration et avec quel logiciel, avec qui ça marche? Parce que Fire, c'est en émergence, je dirais, ça se développe très très vite. Toutefois, les éditeurs historiques sont plutôt sur des API un peu à l'ancienne. Tout le monde n'a pas encore basculé dans le monde HL7 Fire. Vous avez une première référence là-dessus, un premier éditeur avec qui l'intégration a pu se faire? Oui, alors donc par rapport, en effet, Fire émerge. Ça émerge de plus en plus, c'est vraiment très prometteur pour les différents cas d'usage d'interopérabilité. Actuellement, concrètement, ce qui est utilisé par la grande majorité des éditeurs, c'est des normes HL7. Donc, ces normes HL7, nous, typiquement, on les met on a déjà pu mettre en place des intégrations avec différents types d'éditeurs. Donc, parmi ces types d'éditeurs, on peut notamment nommer des éditeurs de dossiers patients très connus. Hein, il n'y en a pas des tonnes. Donc, déjà, la majorité de ces éditeurs, on a déjà fait au moins un lien HL7 avec ces éditeurs, et notamment parfois avec des dossiers patients qui sont portés par des grades. Et on peut notamment citer un dossier patient qui est porté par un hôpital du nord de la France, avec lequel on a pu s'intégrer, qui n'est pas un dossier patient qui a été développé par un éditeur, disons, privé, mais qui a été développé à la base par des informaticiens hospitaliers, et avec lequel on a pu s'intégrer sur une norme HL7. Et en règle générale, voilà, on est sur de l'HL7, on fait des flux ORU, donc on va pusher de l'information, on peut aussi récupérer de l'information de ce qu'on appelle la gestion de la mission des patients.
Donc, ça nous permet de récupérer l'IPP, d'exporter un PDF, etc. D'accord. Et typiquement, parmi les éditeurs classiques, vous les identifiez. Il y a DXCare, par exemple, qui est très présent dans le Grand Est, Maincare, enfin, c'est les… Oui, on travaille avec ces différents éditeurs. Donc, on travaille notamment avec Software Medical, avec Daedalus, notamment. Donc, Daedalus, éditeur de DXCare. Ouais. D'accord. Sur les autres aspects, je vais revenir sur la caméra. Effectivement, on peut imaginer que les smartphones, il y en a de très nombreux modèles, entre les iPhones et les appareils Android. Vous avez des recommandations à faire en termes de nombre de pixels pour la caméra ou pour avoir des garanties que ça soit suffisant ou justement ce que les dispositifs dont vous avez parlé tout à l'heure, vous avez mis au point pour arriver à mettre au point justement les couleurs, c'est suffisant ou vous pensez qu'il y a vraiment des critères techniques parce qu'effectivement on peut trouver des vieux smartphones dans la nature et on peut imaginer qu'avec eux ce sera peut-être difficile. Alors, actuellement, nous, sur les besoins vis-à-vis des utilisateurs, on s'adapte à vraiment tout type de smartphone. Donc, de mémoire, il faut que iOS soit au moins iOS 12, donc pour la partie Apple, ce qui est quasiment 98% du parc est équipé de moins iOS 12. Et pour la partie Android, il me semble que c'est Android 7.0, je crois, Lucie. Est-ce qu'il a encore équipe 98% du parc mobile? Enfin, en global, si vous avez un téléphone qui a moins de 5 ans et qui fonctionne normalement, normalement Pixacare fonctionne dessus. Donc, on n'a pas d'exigence sur vraiment la partie software. Sur la partie hardware, il est évident qu'il faut que le smartphone ait une caméra. Sinon, ça va être compliqué. Et donc là encore, les fonctionnalités, enfin, en tout cas, les outils de normalisation de l'image nous permettent de s'adapter à différents types de smartphones, mais aussi de luminosité. Donc voilà, pour ces questions, on est relativement, disons, résilient à l'hétérogénéité des parcs mobiles, soit même Android, smartphone, voire tablette. D'accord, oui, donc vous n'avez pas trop d'exigence. Vous avez eu des essais qui ont été faits avec, puisque c'est des équipements qu'on rencontre en fait dans les structures équipées télémédecine. On trouve parfois des dermascopes, si j'utilise le terme exact. Des dermatoscopes, voilà, merci. Est-ce que vous avez fait des tests avec ce genre d'appareils qui peuvent se connecter à des tablettes justement de télémédecine en Bluetooth ou sur un port USB, ou c'est plutôt que c'est le smartphone vraiment l'outil de référence, je dirais? Alors, on a plusieurs centaines d'utilisateurs, donc certains, entre guillemets, s'amusent bien avec Pixacare et sont capables de pouvoir ajouter des outils sur leur smartphone, étant donné que maintenant, il y en a de plus en plus qui sont, en effet, comme vous le dites, greffables sur un iPhone, enfin un smartphone ou une tablette. Nous, actuellement, quand on déploie actuellement, on est sur des cas d'usage très simples, où ils utilisent un smartphone ou une tablette et c'est tout. Maintenant, rien ne les empêche. On a déjà eu des soignants qui nous ont dit « Ah, je me suis déjà amusé à greffer des outils. » Donc, il y avait notamment un outil d'un de nos utilisateurs qui était pour permettre de voir la chaleur. Je me souviens plus. C'est un thermatoscope. Je me souviens plus exactement du nom, mais ça permet vraiment de voir. Avec la caméra du smartphone, ça se greffe et ça permet notamment de voir la chaleur des tissus. Donc, c'est très intéressant pour les questions de vascularisation. Mais là, pour l'instant, non. Le cas d'usage est très standard. Maintenant, rien n'empêche un utilisateur de pouvoir prendre une photo d'une lésion avec un dermatoscope ou avec n'importe quel type d'outil, même un otoscope ou autre chose. Sachant qu'on permet quand même que la photographie soit structurée, annotée et visible par tous les acteurs. Donc après, c'est une question de pratique. Et alors, au domicile, les intervenants, aujourd'hui, vous avez ou des libéraux ou des HAD, vous avez deux cas de figure. Parce que, par exemple, sur Bar-le-Duc, comme Bar-le-Duc, vous citiez HAD et l'établissement sanitaire, enfin donc l'hôpital. En fait, c'est l'intervention à domicile, c'est pour des patients en HAD ou en fait vous avez justement différentes équipes, le HAD d'un côté qui utilise vos applications, des équipes libérales organisées sur le terrain en équipe de soins primaires, en maison de santé, en centre de santé, on a tout un tas de figures, les SIAD aussi, enfin, vous savez, il y a beaucoup d'organisations.
Alors, on a différents types d'acteurs. Je vais laisser Lucie justement en parler parce qu'elle connaît bien le sujet. Lucie, présentez-vous. Oui, alors bonjour à tous. Moi, je suis chargée de projet au sein de Pixacare et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur le projet avec Bar-le-Duc. Et en fait, à Bar-le-Duc, on a équipé essentiellement 2 services, donc le service de HAD et aussi l'unité Play Cicatrisation. Et en fait, on a un médecin qui coordonne tout ça, qui est Dr Baccaro, un chirurgien plasticien, expert en Play Cicatrisation. Et du coup, dès qu'il reçoit des patients, que ce soit en HAD, donc dans le service de HAD ou dans l'unité Play Cicatrisation, les 2 services vont l'informer, vont commencer une prise en charge du patient et lui va équiper en fait à la sortie du patient de l'hôpital, il va équiper tous les patients du fameux QR code dont parlait Mathis tout à l'heure. Et donc en fait, si c'était un patient qui était pris dans le service de HAD, eh bien le QR code va être remis à un IDE de la HAD. Et si jamais c'était un patient qui a été pris dans le service d'unité Play Cicatrisation, eh bien le patient il va rentrer chez lui. Et là, c'est l'infirmier libéral qui va faire le suivi. Donc, on a vraiment les 2 cas de figure. Alors, pour les SIAD, on ne travaille pas encore avec les SIAD au sein de Bar-le-Duc, les SIAD environnants de Bar-le-Duc. Mais bon, à terme, pourquoi pas. Nous, l'idée, c'est vraiment de collaborer avec le maximum de professionnels de santé. Et Dr Baccaro, en fait, a vraiment une vision d'équiper tous les patients qui rentrent dans le service et qui vont ressortir pour rentrer chez eux. Même s'ils sont suivis en EHPAD, l'idée, c'est quand même de proposer aux soignants qui va prendre en charge le patient de faire cette télésurveillance avec Pixacare. Et en fait, après, c'est le soignant qui décide ou pas d'accepter. Voilà, donc c'est vraiment ça notre frein. Ça va être vraiment le professionnel au lit du patient qui va choisir de faire ce suivi proposé par Dr Baccaro. Voilà un peu notre modèle à Bar-le-Duc. Merci. Ça me fait penser que quand vous avez un établissement, parce qu'un utilisateur individuel, il a ses codes d'accès individuel. Quand c'est un établissement, comment ça se passe? Ils peuvent administrer plusieurs comptes. Comment ils font pour donner des comptes à leurs salariés qui peuvent être à nouveaux arrivants dans l'établissement, peuvent quitter l'établissement. Enfin, donc c'est la gestion de compte classique dans les structures. Comment ça se passe? Alors, on a des fonctionnalités de gestion des droits, en effet, assez poussées. Donc, nous, on a une réflexion par service au global. Donc, quand on déploie dans un hôpital, on va notamment identifier des services avec un chef de service qui va être un administrateur et qui va être capable de pouvoir donc déjà mettre en place des processus de collaboration. Est-ce que tous les acteurs du service peuvent collaborer, avoir la même visibilité sur les photos des autres? Bon, la question des RGPD autour de l'équipe de soins qui sont notamment sous-tendus par ça. Nous, on voit ça en direct avec les services. Et en plus de ça, donc que ce soit les administrateurs de chaque service ainsi que les acteurs notamment du système d'information qui peuvent être différents types d'acteurs dans l'établissement, ont de la visibilité en fonction de leurs droits, non pas forcément que sur les photos, mais aussi et surtout sur les utilisateurs, en fonction de s'ils sont dans l'équipe de soins ou pas, et vont être capables donc d'activer ou de désactiver des comptes, qui peuvent être par exemple un chef de service, ou alors aussi et surtout par exemple des internes, qui vont arriver dans un service et partir au bout de 6 mois, eh bien, dans Pixacare, leur compte, les données qui vont être prises par les internes ne vont pas être supprimées. Au bout de 6 mois, leur compte va être désactivé parce qu'ils vont quitter le service, mais les données vont toujours être donc agrégées à l'échelle de l'établissement et donc vont permettre vraiment de s'adapter au roulement de différents types d'utilisateurs qui vont être présents. Donc, on a vraiment ces gestions fines d'administration au niveau de l'établissement, que ce soit à l'échelle du service ou à l'échelle de la direction, qui permettent de suivre l'évolution, d'avoir des métriques sur l'utilisation de l'outil et des métriques aussi sur les occurrences d'escarres dans l'établissement et de pouvoir donc, gérer finement ces utilisateurs et pas en fonction de leurs droits et du niveau de confidentialité. Merci. Je vais terminer sur un peu l'avenir. Alors, vous savez que l'avenir, c'est aussi pour l'État, les services socles dits du Ségur de la santé dans son volet numérique, qui étaient les services socles identifiés également dans Ma Santé 2022. Donc, on retrouve le DMP, vous l'avez cité dans vos présentations, la messagerie sécurisée, l'INS, donc qui est l'identité nationale de santé d'un patient, et puis un dernier dispositif qui s'appelle Pro Santé Connect, qui est un peu le SSO du dispositif, donc la possibilité de se connecter à des applications à travers des interfaces communes. Et donc ces 4 services socles, les éditeurs vont être encouragés, voire financés pour les intégrer dans leurs applications.
Et ça me permet de vous poser aussi la question, qu'est-ce que vous avez dans les cartons là, vous puissiez nous dire avec peut-être de l'intelligence artificielle, ces intégrations techniques nationales et autre chose. Alors, tout à fait. Donc, nous, évidemment, on est bien au fait justement de ce cadre d'interopérabilité qui se met en place. Nous, on a eu la chance, en tant que jeune éditeur, parce qu'on a été créé en 2019, de pouvoir intégrer de manière relativement native les différentes normes d'interopérabilité dans le développement, donc que ce soit sur HL7, Fire, etc. Et par contre, évidemment, donc là, actuellement, dans les cartons, on a l'intégration notamment de l'authentification des soignants. Actuellement, on fait une authentification, entre guillemets, manuel de chaque soignant qui utilise Pixacare, donc on valide qu'il est bien professionnel de santé. On est en train justement de travailler sur la documentation de ProSanté Connect pour l'intégrer donc assez rapidement dans notre outil pour permettre d'authentifier de manière automatique les professionnels de santé. On travaille aussi évidemment sur l'intégration avec le DMP. Donc là encore, on est en phase de compréhension de la technique et on a implémenté ça dans notre roadmap qui va donc nous permettre de pouvoir respecter les standards d'interopérabilité dès qu'ils seront obligatoires donc, en 2022. Donc, c'est aussi bien sur l'authentification des professionnels de santé que sur l'intégration avec les différents outils, que ce soit les outils socles régionaux ou les outils notamment de l'identification nationale du patient et ses différents et le DMP. Donc, on y travaille. En fait, effectivement, ce qui est important, c'est le cadre national, parce que, évidemment, vous ne pouvez pas vous adapter à des spécificités régionales, parce que les régions, il y en a beaucoup, ça serait l'enfer pour les entreprises, même les grandes, et n'en parlons pas des plus petites. Donc, effectivement, c'est vraiment le cadre national qui prime. Et côté intelligence artificielle, vous avez des petites choses en vue. Vous aviez évoqué par le passé de travailler sur la reconnaissance automatique au moment des prises de photos, voire dans le back-office après, justement. Est-ce qu'il y a des réflexions en cours là-dessus? Alors, on a déjà des petites fonctionnalités, disons, algorithmiques sur la reconnaissance de l'identité patient. Donc, c'est ce que l'on fait notamment avec les étiquettes patients. On permet notamment aux professionnels de santé, dès qu'ils prennent la photo d'une étiquette patient, on reconnaît automatiquement les informations. On est en train aussi de mettre ça en place pour les cartes vitales. Donc, que dès que vous preniez la photo d'une carte vitale, nous, on extrait automatiquement toutes les informations. Donc, on récupère notamment le numéro de sécurité sociale. Donc, c'est vraiment dans le flow de l'outil, permettre, voilà, on prend des photos de la plaie, on prend aussi des photos des outils, enfin, des différentes informations pour que ce soit très, très simple, très ergonomique. Donc, ça, c'est des fonctionnalités sur lesquelles on travaille pour encore plus automatiser justement l'authentification des soignants, enfin, des patients, et qui permettent donc, en parallèle des outils d'interopérabilité, d'avoir justement une grande fluidité à l'usage. Très bien. Écoutez, bravo. Merci encore pour nous avoir consacré un peu de temps et je souhaite donc bonne continuation en Grand Est avec les SIAD, EHPAD et autres acteurs médico-sociaux et les CPTS qui mettent en place, qui seront, je pense, tous intéressés, les maisons de santé, par vos techniques et vos services. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.